Probablement inspiré par la philosophie anglaise de Hobbes, de Locke, le mainstream des sciences de gestion semble s'appuyer sur deux hypothèses qui mériteraient d'être posément discutées. Pour ma part, je pense que ces deux hypothèses ne peuvent suffire à rendre compte de la variété des relations entre les acteurs économiques. En d'autres termes, des pans de l'activité économique des entreprises sont laissés dans l'ombre parce qu'elles collent mal avec le système de représentation qui découle de ces deux hypothèses. Mon travail de recherche consiste donc à explorer les mécanismes à l'œuvre dans ces zones d'ombre. Eh bien, à la suite de Hobbes, le mainstream décrit principalement un monde concurrentiel caractérisé par la guerre de chacun contre tous. Ensuite, et dans les pas de Locke, le mainstream s'intéresse principalement aux transactions qui s'accompagnent d'un transfert de droits de propriété. Ces deux hypothèses sont justifiées dans un bon nombre de situations. Cependant, elles n'ont jamais permis de rendre compte de la variété de l'activité économique. Elles me semblent également peu fertiles compte tenu de l'évolution de l'environnement des marchés. Premièrement, beaucoup d'auteurs ont remarqué que les entreprises durablement installées sur les mêmes marchés montraient une propension croissante à coopérer en raison de l'augmentation de l'incertitude pesant sur ces marchés. En effet, la coopération permet une meilleure gestion de l'incertitude que les comportements individualistes. Ces coopérations sont multiformes. Pour ma part, je me suis intéressé aux coopérations technologiques entre les entreprises industrielles, que ce soit en France, dans les pôles de compétitivité, ou dans les clusters anglais, ou bien encore américains, tels que la Silicon Valley. J'ai également étudié les réseaux de syndication des investissements de capital risque aux États-Unis. Ici, des institutions financières spécialisées coopèrent avec des entreprises industrielles installées dans le but de favoriser l'arrivée de nouveaux entrants sur les marchés de high-tech. Mon intérêt me porte aujourd'hui vers une autre forme de coopération, celle qui découle de la théorie des parties prenantes et qui conduit à dépasser l'image d'une entreprise aux mains de ses seuls actionnaires, dont les intérêts entreraient inévitablement en conflit avec ceux de ses salariés, de ses fournisseurs, de la société civile, voire de ses propres clients. L'étude des coopérations dans la sphère économique m'apparaît comme un champ d'investigation extrêmement intéressant et pour au moins deux raisons. Tout d'abord, les processus qui conduisent à des coopérations efficaces méritent une analyse très fine, tant il est facile de voir capoter les intentions ou les volontés de coopération les plus sincères. Ensuite, le produit de ces coopérations montre une variété et une richesse qu'il est difficile d'entrevoir a priori. Oui, clamer que nous entrons dans une économie de la connaissance est devenu un lieu commun. Pour ce qui me concerne, j'étudie la connaissance comme un objet de transaction entre les acteurs économiques. Par exemple, les grandes entreprises high-tech entrent en relation avec les sociétés de capital risque pour acquérir une connaissance sur les avancées technologiques mises en œuvre dans les startups. Or, la connaissance présente des caractéristiques uniques qui rendent complexes les transactions qui la concernent. Tout d'abord, les droits de propriété sur la connaissance sont très difficiles à établir et plus encore à faire respecter. Ainsi, aux États-Unis, 80% des startups sont créées par des ingénieurs utilisant les connaissances développées chez leurs anciens employeurs. Ensuite, il semble très difficile de s'entendre sur le montant de la compensation du transfert de connaissances. En effet, la connaissance n'a généralement pas la même valeur pour celui qui la cède et pour celui qui l'acquiert. Par exemple, savoir qu'une technologie de rupture va émerger n'a pas la même valeur pour une entreprise industrielle que pour une société de capital risque. Enfin, il est difficile pour l'acquéreur d'évaluer a priori l'intérêt d'une connaissance, mais une fois celle-ci transmise, il n'a plus de raison de compenser ce transfert au vendeur. Enfin, le vendeur conserve certains droits sur ces objets particuliers de transaction, même après avoir cédé ceux-ci. Vous voyez, cette économie de la connaissance pose des problèmes d'une nature nouvelle que Locke, centré sur les seuls échanges de biens matériels, ne pouvait entrevoir. Il est possible que ces problèmes trouvent des solutions dans une forme institutionnelle particulière, les réseaux, constitués de membres durablement engagés dans le dynamisme de ceux-ci. C'est en tout cas à l'intérieur des réseaux que j'étudie les transferts de connaissances.